Tout d'abord, je voudrais remercier la FMAPAT pour l'excellence du programme et puis de me permettre de parler d'un sujet, qui me tient à cœur, que sont les PID et connectivites, quelle démarche diagnostique. Alors, les connectivites, c'est vraiment une maladie ou maladie du tissu conjonctif, c'est un ensemble de pathologies avec un groupe très, très hétérogène d'atteintes systémiques, et de ce fait, on peut avoir beaucoup d'organes qui sont atteints. La PID est une complication qui est redoutée, redoutable, parce que clairement avec un impact sur la morbimortalité. Cependant, toutes les connectivites ne sont pas logées à la même enseigne. On l'a faiblement retrouvée dans le lupus, elle est classique dans la sclérodermie, et avec une fréquence variable dans les autres PID. La variabilité, non seulement entre les connectivites, mais également le pattern de la PID est différent sur les connectivites. Alors certaines, on va avoir des patterns plus redoutables que d'autres. Mais dans la même connectivité également, on va avoir des situations de PID qui sont différentes. Et ceci a un impact clair sur le plan thérapeutique et pronostic. Et ceci nous a conduit à définir un certain nombre de facteurs de risque de survenue de PID chez certains patients qui ont des connectivites. Alors clairement, notre conduite est différente selon que nous, on va recevoir le patient comme pour bilan de PID ou alors si il nous est adressé avec une connectivite connue. Alors cette slide-là, pour vous montrer un petit peu la prévalence de la PID dans les connectivites, un très très beau travail, une méta-analyse récemment publiée. Enfin, il y avait plus de 250 études de mémoire et 139 études ont abordé cette question de prévalence. Et remarquez, la sclérodermie classique, certes, 47% en moyenne, mais regardez, je voudrais attirer votre attention sur la prévalence des PID dans les connectivites mixtes, dans les myosites, ce qu'on ne cherche pas, ce n'est pas vraiment classique qu'on cherche des connectivites chez ces patients. Situation 1, diagnostic étiologique d'une PID, nous avons le devoir de chercher la connectivite. Et ça va commencer lors de la première consultation. Tout d'abord, tous les paramètres sont intéressants et importants à prendre en considération. C'est-à-dire, la femme, vous avez une PID qui survient chez une dame jeune, il faut chercher, pister la connectivité. Un patient, sexe masculin, avec des arthralgies, on va le voir après, sachez que la PR chez un homme, eh ben, ça, on doit faire chercher la PID. Tout ça pour vous dire, sexe et âge doivent être pris en considération. L'environnement et l'exposition, nous connaissons la relation entre le tabac et PR, nous connaissons la relation entre exposition à la silice et sclérodermie, c'est juste pour vous donner des exemples. Et puis, demandez au patient s'il a un membre de sa famille qui a une connectivite, il y a des familles de patients connectivites. Et puis, la clinique est très très importante. Alors, si je pouvais faire un topo que sur la clinique, ça m'arrangerait bien. Vous auriez dû me dire quels sont les éléments cliniques à chercher sur une PID, chez un patient PID. Alors, les symptômes respiratoires ne sont absolument pas spécifiques, mais c'est surtout les signes extra-respiratoires de connectivité. Mais il faut les connaître, il faut que vous connaissiez ça, les connaissez pour que vous puissiez les chercher. Et il ne faut pas hésiter à avoir des copains, des collègues qui vont vous donner leur œil, c'est toujours très très intéressant. Je vais détailler quelques-uns qui sont fréquents et qu'on doit connaître. Le réno. Le réno est tout simplement la traduction d'un vasospasme des artères distales. Et ça va donner de la cyanose. Sachez que ça va passer par 3 phases. Une phase syncopale, une phase de cyanose et une phase érythémateuse tardive douloureuse. Et vous devez à ce moment-là, quand vous suspectez un réno, adressez votre patient, ou bien le faire vous-même, ma foi, à votre collègue dermato qui va faire une capillaroscopie qui va mettre en évidence les mégacapillaires. Regardez ici avec moi, vous avez sur la ligne d'en haut la phase ischémique du réno, avec la phase ischémique du réno, et sur la ligne du bas, la cyanose et la phase de revascularisation qui est hyperalgique. Et si vous avez le microscope à disposition, ou si vous avez un bon copain dermato, il va vous faire la capillaroscopie ou l'examen au dermoscope. Le A, c'est l'examen normal, et puis on va avoir une dilatation de plus en plus importante et des mégacapillaires, des capillaires qui sont plus tortueux. Deuxième créneau, le syndrome sec ou la sécheresse buccale et oculaire. Alors, commençons par la xérostomie. Eh ben, vous devez poser ces questions-là. Le patient va se plaindre de dysphagie, va se plaindre de sensations de brûlure orale. C'est quelqu'un qui aime bien les épices, mais qui ne peut pas les manger. Il aura du mal à parler pendant plusieurs minutes, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de salive. Et puis, ce sont des patients qui visitent souvent les dentistes parce qu'ils font des caries dentaires fréquemment. Et quand vous regardez un peu leur bouche, vous allez voir que la muqueuse, elle est collante, qu'il n'y a
a pas de salive au niveau du plancher buccal et que vous avez une langue qui est sèche, atrophique, voire carrément une kéylite. Vous pouvez mesurer dans votre cabinet le débit salivaire. Un patient à jeun pendant 1 heure, vous lui donnez... Vous lui demandez de saliver dans un tube et la sécheresse est posée, le diagnostic de sécheresse est posé si le débit est inférieur à 0,1 ml par minute. Alors, il y a d'autres moyens plus importants, mais vous devez demander ici les biopsies des glandes salivaires accessoires qui vont poser le diagnostic et qui sont indispensables au diagnostic du syndrome de Gougerot-Jordan. Ici, vous avez cette espèce de kéylite et puis vous avez la langue qui est sèche. C'est une langue d'un patient qui a une xérostomie. Xérophthalmie ou syndrome sec oculaire. Alors là, le patient va vous dire qu'il y a des sensations de corps étranger au moment du clignement des yeux. C'est important que vous posiez la question parce que le patient est venu vous voir pour une PID. Il est venu voir parce qu'il tousse et il est dyspnéique. Si tu lui dis pas tu as mal aux yeux ou là tu as des sensations de sable dans l'œil, il va pas le dire spontanément. Alors, ces sensations sont majorées lorsqu'il lit, lorsqu'en fait il utilise ses yeux. Et puis, vous pouvez même remarquer que ce sont des patients qui vont cligner fréquemment des yeux avec... à l'étape de complications, des troubles de la vision lorsqu'il a des lésions de cornée. Alors, les 3 questions à poser chez un patient: avez-vous quotidiennement et de façon persistante depuis au moins 3 mois la sensation d'avoir les yeux secs? Avez-vous de manière récurrente la sensation d'avoir du sable dans les yeux? Prenez-vous des larmes artificielles depuis 3 mois? Et à l'examen, vous allez trouver des conjonctives rouges, inflammées. Parfois, les patients se plaignent de sécrétions épaisses le matin au réveil, ou alors, à l'étape de complications, l'ulcération de la cornée ou la perforation de la cornée. Et vous pouvez là aussi poser le diagnostic dans votre consultation en réalisant un test de Schirmer. Vous mettez un papier filtre au niveau du cul-de-sac conjonctival, vous le laissez 5 minutes et s'il y a moins de 5 mm humectés, il y a une hyposécrétion. D'autres examens sont disponibles, notamment le Ocular Staining Score qui est réalisé par les ophtalmos, ou mieux encore le BUT, le Break-up Time. C'est intéressant parce qu'il va explorer la fonction lacrymale. Alors le principe est simple: instiller une goutte de fluorescine dans le cul-de-sac conjonctival inférieure et attendre le temps d'apparition de la première zone de rupture. Alors si elle est inférieure à 10 secondes, c'est-à-dire qu'il y a une sous-production de larmes. Et donc, vous voyez bien que c'est très important parce que tous ces éléments rentrent dans les critères diagnostiques de syndrome de Gougerot-Jordan, c'est-à-dire la BGSA, les focus, le test de Schirmer, l'OCT, le flux salivaire et le flux salivaire. Les signes articulaires, alors là, vous les connaissez, il y en a pléthore, il y en a beaucoup, mais il faut les chercher. Puis vous regardez les mains de vos patients, comme c'est le cas ici, on voit bien de la ténosynovite au niveau des interphalangiennes proximales et au niveau de l'ulna, au niveau du coude. Les signes cutanés, il y en a beaucoup. Alors, ça va des télangiectasies, mais jusqu'aux ulcérations, aux nécroses. Il faut bien regarder tout votre patient. Alors, je vous ai mis quelques exemples sans être exhaustif. Vous avez sur la figure... à droite, à gauche. À la figure à gauche, vous avez les fameuses papules de Goudron et avec un érythème, et puis vous avez l'aspect en main de mécanicien. Ici, vous avez tous les signes, enfin une bonne partie des signes des patients sclérodermiques qui vont du phénomène de Raynaud sur le A et le B. Le B, il y a également cet aspect d'hyperkératose au niveau des cuticules. Regardez, la C, il y a des télangiectasies au niveau de la paume des mains. La D, on a clairement la sclérodactylie avec des tout petits ongles. La brachionichie, vous avez de la nécrose cutanée au niveau du E, vous avez des lésions dépigmentées, vous avez les fameuses calcinoses palmaires et puis les ulcérations qui sont vraiment des critères diagnostiques de la sclérodermie. Regardez votre patient, vous allez poser le diagnostic de la microstomie ou de la limitation de l'ouverture de la bouche, vous allez demander à votre patient d'ouvrir la bouche. Si la distance entre les deux arcades est moins de 20 mm, 2 cm, c'est une xérostomie. Microstomie, pardon. Vous allez regarder également la bouche et la langue, vous allez voir des télangiectasies, la dépigmentation et la peau sclérotique, ou alors les calcinoses sous-cutanées. Alors là, je peux te faire tout mon topo sur les signes cliniques, mais je pense que je ne pourrai pas. Donc il faut chercher les autres signes digestifs, signes neurologiques, signes musculaires, myalgie, faiblesse musculaire.
Et puis, vous allez, pour poser le diagnostic de PID, vous avez demandé un scanner. Et sachez que certains aspects scannographiques doivent nous faire chercher une connectivité. Le pattern PINS, que vous connaissez bien, qui est défini qui est caractéristique par son caractère symétrique, par la prédominance de verre dépoli, par la présence de bronchectasie, de bronchectasie proximale. Et donc, la présence de PINS doit nous faire chercher la connectivité, comme c'est le cas de ce patient, 56 ans, qui vient pour une PID. Il a une xérostomie sterne, et vous voyez bien ici que c'est un aspect de pattern de PINS fibrosante, et c'était un syndrome de Gougerot-Jorgen. La pneumonie organisée, typiquement, ce sont des condensations bilatérales avec un bronchogramme. On peut avoir un aspect en halo inversé. Sachez que le caractère migratoire n'est pas constant, il n'est présent que dans un tiers des cas, mais et sachez aussi qu'on peut avoir des images de pneumonie organisée associées à la PINS et qu'on retrouve classiquement dans le syndrome des antisynthétases. Pneumopathie interstitielle lymphoïde qu'on retrouve dans le Gougerot, mais pas que. Sachez que les infections peuvent avoir un aspect de pile, alors c'est plutôt du verre dépoli et des lésions kystiques à parois fines qui vont prédominer au niveau des parties inférieures. Et donc, les aspects scannographiques qui doivent nous faire rechercher activement une connectivité, le pattern PINS, la pneumonie organisée, l'association des deux, la présence de kystes et également certaines anomalies qu'on n'est pas censé avoir chez un patient PID, à savoir une dilatation œsophagienne, mais il faut la chercher pour la trouver, à savoir de l'épanchement pleural ou péricardique ou d'autres anomalies ostéo-articulaires. Ici, par exemple, patient, sexe masculin, 75 ans, agriculteur, il vient pour une toux chronique. On a pas mal de verres dépolis, donc on a un pattern PINS ici, mais ce qui nous a également attiré notre attention, regardez sur l'image tout en gauche, là, il y a une dilatation de l'œsophage sur toute la hauteur du thorax. Et donc, les patterns sont différents en fonction de la maladie de système. Par exemple, pour la polyarthrite rhumatoïde, ce qu'on va retrouver le plus, c'est la pneumonie interstitielle commune ou l'UIP, viendra après la PINS. Pour la sclérodermie et les polymyosites, le Gougerot et les connectivites mixtes, ce serait plutôt de la PINS. Et puis, on va trouver également des aspects de pneumonie organisée, surtout au niveau des myosites. Troisième volet, le bilan immunologique. Alors sachez que le bilan immunologique, on doit le maîtriser, on doit le connaître, parce que c'est nous qu'on voyons ce patient pour la première fois. Les intérêts sont multiples. Il ne s'arrête pas à l'intérêt de diagnostic, mais également le bilan immunologique peut nous prédire l'apparition de la PID chez certaines connectivités, et il a également un intérêt pronostic. Les anticorps antinucléaires sont un test de dépistage. Vous devez exiger qu'il soit réalisé en immunofluorescence indirecte. Il est peu spécifique. Un sujet sain peut avoir des anticorps antinucléaires positifs, les cancers et les infections. Alors vous avez ici les différents aspects que je ne vais pas commenter ici, par manque de temps. Et puis vous allez voir que voilà le panel des antigènes solubles qu'on peut demander avec leur sensibilité. Regardez avec moi la colonne de gauche, il y a très peu de 100%, hein, il y a très peu de 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bilan immunologique certain qui est toujours positif avec telle ou telle pathologie. Et donc, de ce fait, ce qu'on fait d'habitude, c'est le panel qu'on fait d'habitude, c'est celui qui est tout en droit, c'est les anticorps antinucléaires. Maintenant, si vous avez un patient ou une patiente chez qui vous suspectez fortement une sclérodermie, et avec le panel qui est revenu négatif, sachez qu'il existe des DOTS particuliers. DOTS sclérodermie, DOTS myositis. Alors, et ces DOTS-là, vous devez leur demander, ils sont disponibles au Maroc, et donc ils vont chercher d'autres cibles antigéniques, notamment dans les myosites, le PL7, PL12, qui sont fortement corrélés, ou le MD5, fortement corrélés à la présence de PID chez ces patients, surtout qu'ils peuvent être totalement asymptomatiques sur le plan musculaire. Et donc, sur les recommandations françaises, eh ben, les Français recommandent la réalisation des antinucléaires, des anti-CCP facteurs rhumatoïdes et des ANCA. Et donc, les antigènes solubles vont être demandés au cas par cas. La TSERS, donc le papier de 2023. Et donc, il te dit quoi? Alors, ils ont rajouté ici, regardez, le DOTS myositis, le myosite panel, parce qu'on s'est rendu compte que c'est vraiment, l'atteinte de PID est vraiment fréquente chez ces patients. Le problème que posent les anticorps antinucléaires, c'est qu'elles ne sont pas spécifiques à 100%. Alors, l'absence des antinucléaires ne veut pas dire absence de maladie de système. Donc, il y a plusieurs cutoffs qui ont été étudiés et le seuil qui a été retenu, c'est 1 sur 320.
Dernier élément, anapacytologie. On connaît l'intérêt de la biopsie des glandes salivaires accessoires, j'en ai parlé, biopsie cutanée. Alors, est-ce qu'on doit réaliser une biopsie bronchique, un lavage broncho-alvéolaire? Sachez que ce n'est pas systématique, il n'y a pas d'intérêt à réaliser un lavage si j'arrive à poser le diagnostic de la connectivité de la maladie de système. Idem pour la biopsie pulmonaire, et donc ça devra être discuté au cas par cas. Et ne pas hésiter à demander l'œil de spécialiste. La PID, c'est vraiment une pathologie où la multidisciplinarité est la règle. Notre rôle viendra après, c'est d'évaluer la sévérité de la PID. Alors, on va l'évaluer par les questionnaires de dyspnée, par les EFR. La DLCO est plus sensible, par des scores dont a parlé ma collègue dans le ILD Gap, mais également par le pattern scanographique, UIP, c'est pas PIN, c'est pas pneumonie organisée, et par l'extension des lésions. Et ici, il y a un très joli travail qui a été réalisé sur la sclérodermie, qui est ancien, il date de 2008, et ils vont proposer d'associer deux critères, la capacité vitale forcée et l'extension des lésions scanographiques. Et vous allez voir ici que se sont dégagés deux profils de patients. Maladie limitée avec un CVF supérieur à 70%, une atteinte scanographique inférieure à 20%, et maladie étendue avec un CVF inférieur à 70% et une atteinte scanographique qui est supérieure à 20%. Et on voit bien que les courbes se séparent. Deuxième situation, nous sommes devant une connectivité connue et souvent on nous adresse le patient parce qu'on a découvert chez lui une PID. Que faire? La démarche diagnostique initiale est similaire. On doit définir le pattern, on doit évaluer le retentissement et tout ça. Mais sachez, je l'ai déjà dit, il faut sensibiliser nos collègues internistes, dermatologues, rhumatologues, parce qu'il y a des facteurs de risque qui ont été identifiés dans les connectivités et qui identifient des patients qui vont faire la PID et dont la PID va progresser. Avant tout cela, avant de retenir la PID, il faut éliminer l'origine médicamenteuse et puis il faut éliminer l'infection. Et c'est dans ce contexte-là que l'intérêt de refaire un scanner et l'intérêt de faire des explorations, dont un lavage broncho-alvéolaire, qui peut être parfois difficile, est discuté. Alors ici, je vous ai mis l'ensemble des médicaments qui sont pneumotoxiques et qui sont utilisés dans le traitement des connectivites. Alors ça va du méthotrexate, qui est plutôt des pneumopathies d'hypersensibilité, au rituximab, aux anti-TNF, etc. Et donc les rhumatologues ici, c'est l'algorithme de la PR qui clairement ont hiérarchisé ceci et qui mettent bien en place le couple scanner, refaire un scanner, exploration endoscopique par délavage avant de retenir soit la pneumopathie médicamenteuse, l'infection ou alors une atteinte, une évolution de la maladie avec une PID spécifique de l'APR. Alors, je vous ai parlé à 2 ou 3 reprises des facteurs de risque. Alors, pour chaque connectivite ont été définis des facteurs de risque. Je ne vais pas vous les citer en entier, mais je vais vous citer celles de la sclérodermie qui ont été largement validées. Sclérodermie chez un sujet de sexe masculin, c'est un sujet de race noire. Sclérodermie avec une atteinte cutanée diffuse. Sclérodermie avec un score de Rodnan qui est élevé. Sclérodermie avec des antisclères 70 positifs. Ce sont les facteurs de risque. Ces patients-là vont probablement faire une PID associée. Alors, je vous ai également dit que les anticorps ne sont pas les auto-anticorps, ont un intérêt de diagnostic, mais ont également un intérêt de prédiction de la PID. Alors, vous voyez ici, toujours pour la sclérodermie, la PID est fréquente dans les formes diffuses, mais regardez, elle est beaucoup plus fréquente lorsqu'on a les antisclères 70 positifs. Elle l'est moins lorsque les anticentromères sont positifs. Et puis, elle est également beaucoup plus fréquente lorsqu'on a un anti-RNP qui est positif ou lorsqu'on a le PM sclère qui est positif. Donc ces éléments-là vont nous faire chercher l'atteinte PID. Dans le Gougerot-Jorgen, c'est le HERO52. Le HERO52, il est fortement associé à la PID et plus que ça, il est associé à des formes sévères de PID. Pour les myosites, vraiment là, il y a eu beaucoup d'évolutions dans le panel anticorps des myosites. Vous connaissez le syndrome des antisynthétases avec les anti-GO1 qui sont associés à la PID, mais également, le nouveau, c'est les anti-MDS5, le PL7 et le PL12. Pourquoi? Parce que la présence d'anti-MDA5 est corrélée avec la présence de PID dans 100% des cas. 100% des cas chez des patients qui sont amyopathiques. C'est une dermatopolymyosite amyopathique. Dans le syndrome des antisynthétases, la présence des JO1 PID dans 70%, la présence des PL7 et anti-PL12 dans 90 à 100% des cas, avec un pattern UIP qui est corrélé à la présence des anti-PL7 positifs. Alors, normalement, là, j'ai fini. Mais je vais quand même, si j'ai quelques minutes, can I?
Je peux? Si j'ai quelques minutes, je vais quand même faire un petit focus sur PID sclérodermie, PID PR. Alors la sclérodermie, c'est vraiment une maladie auto-immune du tissu conjonctif très hétérogène, avec beaucoup de manifestations viscérales, ce qui donne une très grande hétérogénéité clinique, avec une sévérité en fonction de l'organe atteint. Je voudrais attirer votre attention sur la présence de deux sous-groupes. Sclérodermie systémique avec atteinte cutanée limitée, et là, la fibrose cutanée, elle est distale, et sclérodermie systémique avec atteinte cutanée diffuse, avec une fibrose cutanée distale et proximale. C'est une pathologie de la femme jeune. Alors, pour poser le diagnostic de la sclérodermie, regardez, tous ces auto-anticorps peuvent être positifs. Ça va des anticentromères à des anticorps que nous ne connaissons pas très bien. Mais sachez que seuls les trois sont un critère de classification, c'est-à-dire les anticentromères, les antitopoisomérases antisclère 70 et les ARN polymérase de 3. Ces trois-là rentrent dans la classification et regardez là aussi la fréquence entre 30 pour les meilleurs jusqu'à entre 30 et 5%. Les auto-anticorps associés à une atteinte PID dans la sclérodermie, les antitopoisomérases, les antisclère 70, le HERO52, connectivite avec les syndromes de chevauchement avec le Gougerot et les anti-PM sclère, chevauchement avec la myosite. Et de ce fait, les internistes intègrent l'atteinte pulmonaire dans les critères dans le scoring pour retenir la sclérodermie. Alors, il faut avoir un score de 9. Et l'atteinte pulmonaire, qu'elle soit atteinte interstitielle ou hypertension artérielle pulmonaire, elle est cotée à 2. Pourquoi? Parce que dans la forme cutanée diffuse en bleu, dans la forme cutanée limitée en rouge, l'atteinte pulmonaire est péjorative et elle est l'une des principales causes de mortalité. Alors ici, pour l'atteinte cutanée diffuse, la PID, la fibrose pulmonaire ou la PID, elle est en première, elle est la plus pourvoyeuse de mortalité. Dans la forme limitée, l'hypertension artérielle pulmonaire est la cause la plus fréquente de mortalité. Et donc, les internistes ont leurs recommandations et ils te disent, si on suspecte une sclérodermie, elle est suspectée mais non encore évidente, le scanner thoracique en coupe fine doit être réalisé parce que c'est un critère diagnostique, mais également les explorations fonctionnelles respiratoires avec la DLCO. Mais au-delà de ça, lors du suivi, sur le point-regard tout en bas, lors du suivi à réaliser chaque année de manière systématique l'EFR avec la DLCO. Et donc, il y a cet algorithme très intéressant qui te dit qu'on doit faire un scanner thoracique pour tout patient sclérodermique au diagnostic. Si je trouve une PID, eh ben, je vais faire mon bilan fonctionnel et je vais suivre mon patient. Si par contre je n'ai pas de PID, malgré l'absence de PID, il est indiqué de faire test de marche, spirométrie DLCO, ça va nous donner un examen de base. Et puis on va refaire ces examens en fonction des facteurs de risque de PID ou pas que je vous ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire soit un suivi rapproché, on refera nos bilans fonctionnels tous les 3 mois, 3 à 6 mois, soit un suivi beaucoup plus lent tous les 6 mois. Tous les 6 mois, on refera le scanner si besoin. Un mot sur la polyarthrite rhumatoïde, très fréquente. L'atteinte PID dans la PR a longuement été non diagnostiquée, mais sachez que si on fait un scanner systématique chez ces patients, on trouvera 60% de PID. Peu sont symptomatiques, uniquement 10% sont symptomatiques. Alors là, je vous ai mis les critères de diagnostic de la PR, mais ça ne nous intéresse pas plus que ça. Le problème avec la PR, c'est qu'elle peut toucher toutes les structures à l'intérieur du thorax. Ça va aller de l'atteinte parenchymateuse, et là c'est plutôt la PIC, viendra après la PINS et puis un peu de pneumonie organisée, voire une plombatie interstitielle lymphoïde, mais ça peut toucher également les voies aériennes, la plèvre, etc. Quelques caractéristiques de la pique de la PR. Alors la pique de la PR, 3 éléments ont été retenus comme particuliers de la pique de la PR. Le rayon de miel qui est très abondant, ce signe-là, le signe du bord droit, c'est-à-dire qu'il y a un interface net, comme vous voyez ici sur la petite flèche, interface nette entre la zone de fibrose et la zone de poumon sain, et puis l'atteinte de la languette antérieure et du lobe supérieur. Alors là, vous avez ici un exemple que je vais vous citer rapidement. C'est une dame qui nous a été adressée avec une dame PR sous métaux depuis 6 ans. Elle a été adressée parce que son rhumato a découvert une PID et les questions étaient suivantes. Est-ce que c'est une PID secondaire en métaux? Est-ce que c'est une PID dans le cadre de la PR? Est-ce que je peux donner du métaux? Qu'est-ce que je fais de cette patiente? Alors, on voit effectivement, donc il y a une atteinte fibrosante évidente. Mais ce qui nous a aidé ici, c'est la présence des nodules rhumatoïdes. Alors, il faut toujours faire attention, chercher les nodules rhumatoïdes. Leur présence signe un peu l'atteinte spécifique de
de l'APR. Ici, c'est un cas que je voulais montrer parce qu'il était sympa, j'ai fini. C'est une atteinte pile sur PR qui est quand même assez rare à ce niveau-là. Et puis, on a tout fait. On a fait tout ça. Et puis, il y a des situations particulières. Et puis, on n'arrive à rien dire. On a le sentiment c'est une connectivité, mais on n'a pas suffisamment de critères d'une connectivité. Et c'est ma dernière diapositive. On est devant l'IPAF. Alors, qu'est-ce que l'IPAF? C'est qu'on a une PID. On a exclu les autres diagnostics alternatifs. On n'a pas suffisamment de critères pour dire que c'est une connectivite. Il faut qu'il y ait au moins un signe parmi ces trois domaines. Le domaine clinique, c'est-à-dire on a peut-être une fissure au niveau des doigts, on a une téléctextasie, on a un phénomène de Raynaud, mais qui n'est pas suffisant pour retenir le Gougerot, par exemple. On a un domaine sérologique, on a des anticorps positifs, antinucléaires positifs supérieurs à 320, mais ce n'est pas suffisant pour définir une connectivite. Et puis on a une PID, là c'est un pattern scanographique. Et je vous remercie.